de retour donc, pour cette dernière partie sur la gestion d'équipes multiculturelles. Donc, on a retrouvé Sylvie Chevrier avec nous. Donc, tout d'abord, comment ça se passe quand on part justement pour gérer une équipe à l'étranger, une équipe qui justement peut se composer d'Allemands, de Suisses, de Belges, différentes nationalités. D'autant plus que je pense que les missions sont courtes. On en voit très souvent maintenant des managers pour des missions assez courtes de 1 à 12 mois. Donc je pense qu'il faut quand même être très efficace. Comment ça se passe ? Je voudrais distinguer déjà deux types d'équipes multiculturelles, parce qu'il y a effectivement le cas où on va avoir par exemple une filiale à l'étranger où on a envoyé un certain nombre d'expatriés, donc en fait on est dans du biculturel entre le pays d'accueil et le pays de la maison mère. Et puis le cas où on est vraiment dans des équipes très composites, par exemple quand on conçoit un nouveau produit, qu'on veut faire appel à toutes les expertises techniques les plus pointues, on met ensemble des ingénieurs venus de partout. Bon, c'est pas tout à fait la même dynamique, parce que quand on est dans des équipes biculturelles, je veux dire, l'apprentissage peut être assez profond, mutuel, l'apprentissage de chacun de l'autre partie, de l'autre culture. Donc, on construit ensemble des modes de fonctionnement que chacun peut accepter, qui sont compatibles, j'ai envie de dire, avec les représentations culturelles de chaque partie. Et là, on peut, d'ailleurs, il y a des manières d'accompagner ces équipes-là pour les aider à co-construire, en les aidant finalement dans ce jeu de miroir à se comprendre mutuellement. Et donc là, on a, j'ai envie de dire, des modes de management très locaux finalement, très ad hoc qui se mettent en place dans une situation bien précise. Alors, pour vous donner des exemples, dans des équipes par exemple où la conception de la décision était très différente, donc les uns beaucoup de temps, beaucoup de consensus, beaucoup de discussions, et puis les autres, bon, on met les choses au clair, on prend une réunion, on décide et puis c'est bon. Ils ont fait un entre-deux, on va dire une réunion à 2 tours dans lequel finalement on s'accorde pour prendre la décision avec un peu de consultation, mais on essaie aussi de faire plus court par rapport au modèle habituel pour les uns. Donc on construit finalement un processus de décision qui est une espèce de cote plus ou moins bien taillée entre les deux façons de faire préexistantes. Donc ça c'est un cas, j'ai envie de dire, maintenant on sait assez bien faire, décoder, donner le cadre, comme disait Madame Glazel tout à l'heure, on donne le cadre, on leur permet de se comprendre et on construit des modes de fonctionnement communs. Dans le cas où on a affaire à des équipes vraiment très multiculturelles, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai envie de dire, je pense que c'est dans ce type d'équipe qu'on est le moins avancé pour savoir comment bien faire. Alors, il y a plusieurs dynamiques qu'on peut observer. Dans certains cas, on passe par une extrême formalisation. Donc, tout ce qui doit être fait, détaillé, bon, ça résout pas tous les problèmes, parce que même si on a bien détaillé, tout le monde n'a pas forcément tout bien compris. Mais on sent que c'est une piste, on sent que ça résout la discussion et la formalisation résout un certain nombre de problèmes. Dans d'autres cas, on est beaucoup plus sur un registre interpersonnel, notamment si le responsable de l'équipe est perçu comme très charismatique, on va dire, pour le dire vite, parce que même le charisme n'est pas forcément perçu tout à fait de la même façon partout. Bon, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à, j'ai envie de dire, générer une dynamique et à susciter un bon climat, une bonne relation, ce qui fait qu'on s'ajuste interpersonnellement. Et donc là, on est beaucoup plus sur une compréhension de chacun en tant qu'individu, ce qu'il peut accepter, ce qu'il peut, mais on n'est pas vraiment dans de la compréhension fine interculturelle. On fait des essais-erreurs, on va dire, et on construit sur une base interindividuelle des modes de fonctionnement. Mais à mon sens, là, je parlais plutôt en tant que chercheur qui s'intéresse à ce sujet, je pense que c'est le domaine où on a le plus de travaux à conduire pour voir comment effectivement mieux faire fonctionner ces équipes très multiculturelles. Parce que dans le biculturel, on est à peu près au point. Et en tant que chercheur, on va la faire travailler encore plus, Madame Chevrier, dans la mesure où la complexité aujourd'hui des équipes va au-delà du multinational. On prend aussi toute la mesure de la complexité de la gestion d'équipes dispersées. On va appeler ça des équipes virtuelles. Je suis basée à Paris, donc je ne suis même pas expatriée. Je ne suis même pas en train d'avoir une mission. Mais mes équipes, j'ai une personne en Ukraine, une personne en URSS, une personne en Moldavie, une personne en Chine. On se rencontre jamais parce qu'on nous demande de diminuer les frais de déplacement. Et c'est une équipe qui doit fonctionner ensemble sur la même longueur d'onde. Donc la complexité du multinationalisme des équipes, je dirais, a encore monté en grade aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est tout simplement de la distance, de la différence de langue, différence de temps, différence de lieu. Et toutes ces compétences-là, personne ne les a jamais
apprise ni acquise. Donc c'est une découverte et avec tout ce que ça a d'extrêmement complexe. Et aujourd'hui, on arrive à travailler là-dessus, bien évidemment, mais c'est la vraie réalité de l'entreprise aussi. Alors, M. Banet, justement, vous êtes confronté à ce problème, non? Par exemple, demain matin à 9h à Lisbonne, j'ai une première réunion avec un Allemand, un Espagnol, plusieurs Portugais, plusieurs Français et une personne anglophone, parce que personne ne se comprend au niveau du marketing et du site web. C'est idiot. C'est idiot, un site web. Il doit être normalisé. Personne ne se comprend, personne n'est d'accord. Mais je dis encore une fois, on bricole. J'ai même pas d'ordre du jour. Je suis sûr que l'Allemand va arriver avec son ordre du jour tout prêt. Nous, les Latins, on n'aura pas d'ordre du jour vraiment tout prêt. On va improviser. Oui, voilà. On va essayer de se comprendre. Comment est-ce que vous allez essayer de gérer Déjà, le problème de la langue, déjà. Alors, déjà, c'est déjà vous parlez en anglais, non? Non, on parle en français et en portugais. Parce qu'on a de la chance d'avoir un Allemand qui parle portugais et espagnol, puisqu'on les recrute en Espagne principalement. Déjà, il y a ce problème. Et ensuite, l'allemand a une vision des choses qui agace les Français et les Portugais. C'est-à-dire, quelle vision des choses? Il y a une vision de marketing et de relations même avec les gens. Ils s'envoient des mails. Moi, j'ai encore vu hier un mail. Ils se disputaient pour 3 fois rien parce que l'Allemand n'a pas compris pourquoi on a fait comme ça, alors qu'on aurait dû faire comme ça, alors que le Portugais dit ça ne vous regarde pas, nous on fait comme ça. Les gens ne se comprennent pas sur des détails. Franchement, des détails qui gâchent la vie d'entreprise, je trouve. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer, Monsieur Montenero, on joue sur la dynamique d'équipe. C'est-à-dire qu'on dit aux entreprises qu'il faut prendre du temps quand une équipe est constituée pour qu'elles se connaissent mieux. Voilà. Parce que assez souvent, on est toujours en train de courir, on a des choses à faire, des actions, un budget, etc. Et on prend jamais le temps. Donc là, on leur dit, arrêtez-vous pendant 2 jours. Vous allez prendre le temps de vous connaître. Donc on organise des séminaires qui peuvent durer 2 jours, en n'oubliant jamais les objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire que ces séminaires, ils sont faits dans le but. Alors on passe par une série de phases que l'on va vérifier, qui est se connaître soi-même, se connaître en tant qu'équipe, connaître les autres, comprendre pourquoi l'autre agit comme ça, et puis après travailler ensemble, coopérer. Et à la fin de ces séminaires, il en ressort quelque chose qui va être utile à l'équipe. Ça, c'est fondamental parce qu'il y a une action à faire en commun. Ça peut être, par exemple, quand on travaille sur la création de joint venture, par exemple, ce qui va ressortir de ces séminaires, ça va être un organigramme avec la description de tout ce qui va être fait, de façon à ce que les gens soient sûrs. Mais ce qu'on dit toujours, c'est prendre le temps, un petit peu de temps, parce qu'une fois que les équipes se connaissent mieux, elles vont s'habituer à travailler ensemble. C'est vrai que dès qu'on est en situation virtuelle, c'est plus difficile, donc il faut revenir après avec... Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que je vais faire demain, sans savoir que j'allais le faire, parce que vous m'avez expliqué. C'est bien. Mais on avait parlé. Mais c'est exactement ce que je vais faire demain, ce que je vais essayer de résoudre comme problème, c'est ce que vous venez de me dire, mais je n'avais pas réfléchi que c'était ce que je faisais. Alors justement, quand vous parliez de problèmes de mail, de fax, ça peut faire partie d'un des exercices qu'on fait quand on fait ces séminaires, on récupère des informations et puis on fait travailler les gens en sous-groupe, par exemple, sur des mails qui ont vraiment circulé. C'est-à-dire qu'il faut déjà leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire le terme équipe et qu'est-ce qu'il représente une fois sur la scène internationale et comment c'est organisé. Ensuite, il y a toutes les notions qui vont autour de ça. Je trouve très important, et nous avons mis chez Berlitz en place des outils d'observation, comment je me positionne par rapport à ce que l'on appelle des dimensions dans notre jargon qui vont pouvoir vraiment fondamentalement transformer ma relation avec l'autre, avec la hiérarchie, avec le statut, avec l'entreprise. Et donc j'apprends à voir comment ça va se traduire dans les comportements. Donc c'est une photographie qui permet de se positionner sur là où on est et de voir que si l'autre agit d'une telle autre manière, il a ses raisons, qui peuvent être culturelles, mais qui peuvent être individuelles. Le tout, c'est de se comprendre entre nous. C'est d'arriver à comprendre ce que ça va donner comme impact quand je vais interagir avec lui. Et après, on travaille sur le champ de la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication ? Par téléphone, par mail, etc., sur ces équipes. On a par exemple des études de cas où on passe des mails qui ont été réellement envoyés dans les entreprises et voir comment ils ont été répercutés, ou bien comment on organise une réunion. Et alors, ce qui est étonnant pour le moment dans ces équipes, c'est qu'elles disent toutes, mais vous l'avez fait spécialement pour nous, ce bout de film. C'est pour nous on se rend compte que c'est tout un champ où on observe des problématiques communes et qui n'est pas du tout observé. Donc chacun a l'impression que c'est pour lui, alors que c'est ce qu'on va retrouver communément sur des équipes multinationales. Alors en conclusion, juste, est-ce que vous pouvez chacun me donner une erreur majeure à éviter quand on a à gérer justement une équipe avec différentes nationalités?
C'est compliqué. Une erreur à éviter, non? Moi, je prendrais le point de vue du français parce que je pense que nos erreurs spontanées ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, quand un Français tend à gérer une équipe internationale, il va faire comme il fait avec une équipe française, c'est-à-dire qu'il va déléguer en donnant des missions, des grands thèmes, des grands objectifs que la personne va s'approprier, bien sûr, et ensuite qu'elle va naturellement accomplir. Alors que dans la plupart des autres contexte, hormis le contexte français, cette référence au métier, au professionnalisme est tout à fait différente. Et donc, quand on part à l'étranger, il faudra pour un manager français donner en général des objectifs bien plus précis, bien plus détaillés à ses collaborateurs d'autres pays. Je pense qu'on n'a pas tellement conscience en France du fait qu'on appelle délégué quelque chose de bien différent que dans la plupart des autres pays. D'accord. Bon, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous d'être venus sur ce plateau parler et débattre de l'interculturalité. Voilà, vaste sujet. J'espère quand même qu'on aura réussi à vous donner des clés pour mieux réussir votre expatriation. Merci beaucoup. Au revoir.